Je me mets derrière un pupitre parce que oui, alors vous aurez quelques images derrière moi, mais je vais peut-être des fois dessiner. Parce que si vous voulez, le dessin a une propriété très particulière et il est un peu négligé aujourd'hui avec toutes les technologies informatiques. Le dessin, si vous voulez, peut accompagner la pensée. C'est-à-dire que pendant que vous dessinez, vous pouvez penser et en montrant à quelqu'un le dessin, vous le faites rentrer dans la conception. Et donc j'ai souvent utilisé le dessin comme mode de participation. Parce qu'en fait, donc, tout le monde s'est dessiné. Alors juste pour revenir par rapport à ce qu'a dit notre chère Cécile, et ministre, moi j'ai pour habitude, si vous voulez, de me donner une règle, c'est que c'est pas une critique, mais ce que je dis, je le fais. Voilà. Ou ce que je dis, j'essaye de le faire avec d'autres, ou ce que je dis, j'essaye de vérifier si ce que je dis, en le mettant à l'épreuve, est-ce que l'épreuve est capable de corriger ce que je dis? Parce que très souvent, quand un texte de loi ou une réglementation ou éventuellement une incantation ne peut pas être suivie des faits, c'est-à-dire qu'elle est dite, mais elle ne peut pas être appliquée. Et donc, j'ai souvent, dans toute ma vie professionnelle, essayé de démontrer que ce qui est dit doit pouvoir être compris et ce qui est compris doit pouvoir être fait. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, comme l'école, c'est pas d'acquérir des savoirs et de les empiler, mais c'est éventuellement, donc, grâce au savoir acquis, de tout le temps vérifier si les savoirs permettent de comprendre. Donc, on ne peut pas être voilà, un savant s'il n'y a pas de compréhension de la société dans laquelle on est. Et d'ailleurs, la recherche ou les grands savants ont toujours un terrain d'expérimentation. Il n'y a jamais, que ce soit la médecine, elle s'exerce en même temps qu'elle s'enseigne. La recherche médicale, elle est faite par le sachant devant la personne qui doit donc comprendre, éventuellement remplacer, voire emmener plus loin. Et donc, c'est une règle qui existe aussi bien dans l'anthropologie ou l'archéologie et autres, et dans nos métiers, plutôt les métiers de l'aménagement, les métiers de l'architecture, du paysage et autres, on aurait plutôt tendance à considérer que c'est tellement complexe qu'on ne regarde pas ce qu'on fait, et pourtant tout le monde habite ce que l'on fait. Et donc on pourrait dire que c'est peut-être le savoir populaire le plus expérimenté, et que donc la participation est la chose la plus expérimentée en matière d'architecture. Alors vous voyez, mettons un exemple comme ici. Moi, je ne fais jamais une conférence sans dire est-ce que l'éclairage électrique qui est ici est-il nécessaire à la tenue de la conférence en ce moment? Non. Non. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est une règle qui a fait qu'il y a voilà, un dispositif, le lieu est fait pour recevoir des gens, et donc il y a un éclairage qui peut permettre d'avoir un éclairage de contre-jour pour que mon visage soit découpé, par exemple. Alors on pourrait dire, cette dépense énergétique ne sert à rien. Peut-être que pour le soir, cet éclairage sert, mais pour la journée, cet éclairage ne sert pas. Mais cette question-là, on ne la repose pas. Hein, on dit, bon, vous voyez, pour la température, c'est pareil. Et on pourrait dire, et d'ailleurs Cécile l'a dit tout à l'heure, on est dans un pays tempéré, peut-être que le fait de vivre dans un pays tempéré est une chance. Pourquoi vouloir faire un printemps permanent? Pourquoi faire, exemple, des architectures qui sont fermées et qui ont une température stable et une hygrométrie stable? Peut-être que justement, la variation de la température et la variation hygrométrique est un facteur de santé. Et on l'a vu pour les œuvres d'art. Par exemple, une œuvre d'art on l'a vu pour un Latour, qui est resté pendant des siècles dans une église ou dans une toiture, sous une toiture, dans un château, s'est révélé au niveau de sa peinture de meilleure qualité que ne l'était une qui était conservée dans un endroit muséographique stable. C'est-à-dire, de fait, de mettre l'huile et donc toute la chimie de la peinture dans un moment stable, c'est la mort. Vous voyez, ne pas jouer avec un violon, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on peut en effet acheter un violon pour sauver un objet d'art, mais s'il n'est pas donné à jouer, il est mort. Donc on voit même qu'un objet qui a 300 ans, pour qu'il vive, il faut qu'il soit utilisé. Alors vous voyez, ça peut paraître comme ça une lapalissade, et c'est pas peine de le dire, on le sait. Non, on le sait, mais on ne l'applique pas. On le sait, et on ne dit pas, en fin de compte, il n'y aura plus d'architecture avec des fenêtres qui n'ouvriront pas. Et il n'y aura plus jamais, et ça serait une disposition très simple, aucun permis de construire ne peut être attribué
si le bâtiment nouvellement construit ne peut pas se réemployer autrement que par une fenêtre fermée et un bâtiment climatisé. C'est une disposition simple, parce qu'on pourrait dire, voilà, mais c'est trop loin, et ainsi de suite. On pourrait dire, pour ceux qui sont faits, on fait comme tout le monde le dit maintenant, avec le déjà là. Donc le déjà là, et ben c'est le déjà là. Voilà, on ne sait pas pourquoi on est là, mais on est là. Et donc l'architecture est comme ça, elle est comme ça. Mais si on doit la garder comme ça et qu'elle est consommatrice, on la change. Si elle est bonne, on la garde. Donc on ne la détruit pas. Parce que là, on est en train de détruire des choses qu'on a construites qui sont en parfait état. Et pour celles que l'on construit, on pense déjà à l'avenir de ce que devrait être un déjà là. Donc, ce qui est construit en zone inondable, on essaye de voir si on peut les garder. Et ce qui est à construire nouvellement ne se construit plus en zone inondable, voire on construit pour pouvoir accepter l'inondation. Alors, moi, j'ai décidé, quand je suis sorti de l'école, de ne pas construire. De dire, en fait, ça paraît absurde quand vous êtes architecte. Je suis allé dans des pays donc émergents, comme on dit, et quand j'ai vu l'état dans lequel étaient ces pays, et j'ai vu que nous, on était dans un état dispendieux, j'ai donc décidé de ne pas construire et de réparer. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'on peut prendre ce que l'on a là, voyez, et de le réparer pour qu'il puisse être emmené un peu plus loin dans l'histoire. C'est comme la santé, vous voyez, quand vous soignez quelqu'un, vous le soignez en sachant très bien que vous n'allez pas le remettre en état d'origine. Vous n'allez pas soigner quelqu'un de vieux en le remettant en état d'origine de jeunesse, par exemple. Vous allez le soigner pour qu'il puisse vivre avec son handicap qui est lié à la vieillesse. Vous voyez. Et moi, je le sais maintenant que je suis vieux, si vous voulez. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver, mais il y a des choses avec lesquelles on peut vivre. Et donc, moi, je pense que on doit se donner cette règle pour tout. Comment on élève ses enfants, ses petits-enfants, comment on accepte l'école telle qu'elle est, comment on mange, éventuellement comment on regarde l'autre, l'étranger qui est parmi nous. Alors, j'ai donc décidé, à chaque fois que je prenais un sujet qui m'intéressait, c'était de dire, je ne vais pas développer une théorie sur le sujet que je découvre, sur la pauvreté, sur l'handicap ou sur l'exclusion, mais je vais prendre un sujet qui est devant moi, et d'ailleurs, on pourrait presque dire pourquoi les associations existent. C'est peut-être parce que la puissance publique, des fois, elle ne peut pas le faire. Mais l'association seule ne peut pas le faire non plus. Elle n'a pas les moyens de faire, soit les moyens financiers, soit le moyen d'encadrement pour qu'elle fasse. Elle a la volonté et le désir, l'association, mais elle n'a pas les moyens de faire. Donc, comment peut-on faire pour que ce qui est institutionnel regarde ce qui émerge du désir d'un individu et cet acte que cet individu veut effectuer pour changer le monde ou améliorer le monde dans lequel il est, comment peut-on faire pour l'accompagner? Et donc j'ai toujours décidé de dire, je vais donc inventer la commande. On appelle ça une commande, je n'aime pas trop le terme, mais on pourrait dire plutôt que d'attendre, on me demande, après l'avoir écrit, réfléchi, usé même, parce qu'on l'aura regardé sur quelqu'un qui avait une association et qui a fait émerger un besoin que personne d'autre que cette association aura donc vu, on va donc lui voler peut-être ce désir de faire et on va le traduire par une commande institutionnelle ou une commande générale au travers d'une loi et d'une réglementation. Donc, je me suis dit, il faut regarder celui qui a le désir de faire, qui a encore l'envie de faire, qui a le moteur pour faire, et cette personne peut être totalement dans des critères inattendus. Ça peut être quelqu'un de non-sachant, quelqu'un de candide, comme on dit, quelqu'un même d'incompétent, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter le problème, et il faudrait donc pouvoir l'encadrer. Et donc je me suis dit, je ne vais faire que ça. Je vais être le maillon entre celui qui a fait quelque chose et qui n'a pas pu aller plus loin, pour le porter plus loin, et donc je vais faire en fin de compte du cas, parce que c'est un cas, si vous voulez, je vais faire du cas, en fin de compte, l'exercice de ma profession. Et d'ailleurs, le cas, c'est ce qui a fait la loi. La loi, elle n'est constituée que de cas. C'est parce qu'il y a des cas et un cas éventuellement qui n'est pas d'intérêt général que du coup on va décider sur ce cas de sortir un texte qui va être commun à tous. C'est la loi, si vous voulez. Et donc sans cas, il n'y a pas de loi. Et sans mise à l'épreuve de la loi, il n'y a pas de loi. Parce que la loi, elle ne peut pas être appliquée éternellement. Elle doit être réactivée par la réalité qu'elle rencontre. Donc il faut mettre à l'épreuve la loi pour voir si elle est toujours adaptée, le règlement, bien sûr, encore plus que la loi, et il faut regarder le cas. Si le cas n'est pas une jurisprudence
de la loi, voir si le cas n'est pas lui-même une nouvelle loi. Parce qu'il est possible que le cas qui émerge n'existe pas. Je sais pas, par exemple, mettons le sang contaminé, il fallait bien inventer une loi. Voilà. Et pour le sang contaminé, si on avait inventé la loi avant, on ne voit pas pourquoi on l'a réinventée, parce qu'il n'y avait pas eu de cas. Et au moment du cas, si on avait tardé à mettre en place la loi, on l'aurait eu la loi après des ravages phénoménaux. Et en fin de compte, on a fait de loi en marchant. C'est-à-dire qu'on a édicté la loi ou écrit la loi en regardant ceux qui étaient concernés par le cas et qui revendiquaient que l'État agisse contre ce cas. Alors, je vais vous présenter assez rapidement, parce que j'ai fait donc des tout petits cas, parce que quelquefois on ne peut pas faire des grands cas, et le petit cas contient ce que le grand cas d'ailleurs cache. Donc je n'ai pas fait le petit cas parce que c'était plus facile, mais j'ai fait le petit cas parce qu'il était plus visible. Des fois, l'infime, le petit, est plus visible que le grand. Le grand, il noie tout et tout. Et donc j'ai fait des tout petits cas, travaillé, mettons, pour un cas qui se passe en milieu rural, un cas qui se passerait presque même en milieu familial, ou un cas qui se passerait, je ne sais pas, dans une école et tout. Et puis après, j'ai augmenté des fois l'ampleur du cas pour dire, mais vous voyez que ce cas, en fin de compte, il existe de manière visible et aucune collectivité ne peut le régler parce que la loi, telle qu'elle est connue, et non pas telle qu'elle est interprétée, telle qu'elle est connue, elle est inapplicable. Elle est inapplicable parce qu'on ne connaît pas la richesse. Elle n'est pas inapplicable parce qu'elle est inhumaine, mais elle est inapplicable parce qu'on n'en comprend pas soit sa rédaction, ou on n'en comprend pas sa richesse parce qu'on ne l'a pas mis à l'épreuve de la société. Alors j'ai fait des petits cas et des grands cas et tout, et un jour j'ai décidé d'en faire une école. Est-ce que ce ne serait pas l'école du terrain, l'école qui manque? Pourquoi, en effet, pour certaines professions, l'école est sur le cas, et pour d'autres, l'école est en dehors du cas. Donc j'ai fait des écoles de terrain pour dire que peut-être que l'architecture, en effet, elle est tout le temps sur le terrain. Elle est typiquement contextuelle. Elle est sur un territoire géographique, politique, social. Et donc il faut mieux aller là où il y a le cas et peut-être éventuellement déplacer l'université sachante sur le cas et non pas déplacer ou recréer une nouvelle université sur le cas, mais faire en fin de compte une convergence des différents endroits où on apprend les choses en allant sur le cas. Mais le cas peut être traité par une école maternelle. J'ai traité, mettons, des cas d'assainissement d'eau potable avec des écoles maternelles. Un enfant en très bas âge peut tout à fait comprendre qu'est-ce que c'est que la pollution de l'eau, par exemple. La première étant, on m'apprend à faire pipi dans l'eau. Voilà. Et ce même enfant entend que l'eau va manquer et qu'il fait pipi dans de l'eau potable. Alors que l'enfant fait avant pipi dans sa couche, donc il fait déjà pipi sec, on pourrait dire. Et donc il fait naturellement pipi sec et peut entendre qu'il faut pisser dans l'eau, et après qu'on va manquer d'eau, qu'il faut tirer la chasse d'eau et évacuer beaucoup d'eau, et rencontrer des eaux pluviales avec des eaux vannes et des eaux usées qui font que les réseaux, comme le disait Cécile tout à l'heure, ne sont pas adaptés. Alors si on doit sortir les eaux pluviales pour les garder là où elles tombent, et qu'on doit séparer les eaux vannes des eaux usées pour pouvoir moins consommer d'eau, il faut peut-être commencer dès le plus jeune âge à savoir pourquoi, à quel moment d'ailleurs, on a appris à faire que les matières fécales étaient donc non pas jetées dans la rue, mais traitées par les occupants eux-mêmes. Hein, c'est un arrêté, un édit d'ailleurs, en même temps que l'édit de Villers-Cotterêts par François Ier. La semaine qui a suivi l'édit de Villers-Cotterêts pour avoir une langue commune pour le droit, pour que les gens aient une égalité vis-à-vis du droit, il n'y a pas d'interprétation avec des dialectes sur le droit. François Ier, on n'en parle jamais, il y a un édit de Villers-Cotterêts qui dit « à chacun sa merde ». L'expression qui vient de là, « à chacun sa merde ». On ne jette pas la merde par la fenêtre, mais à chacun sa merde. On traite la merde à l'intérieur. Ça a complètement changé l'architecture, parce qu'à mettre donc les matières fécales chez soi, ça a changé les odeurs, les ventilations et son plan sanitaire. Et donc après, on a dit, à chacun sa merde chez soi, et de chez soi, on évacuera la merde dans l'égout. Et donc aujourd'hui, si tout ça ne marche pas, il ne faut pas tenir un discours, il faut le traiter tout de suite. Mais traiter des chiottes secs chez soi pour les parents et un enfant à qui on dirait « tu fais sur le pot, oui, pas dans ta couche », et de vider le pot dans les toilettes ou l'urine et faire couler l'eau, comment voulez-vous que cet enfant comprenne de manière sensible ce que c'est que le problème de l'eau? Alors du coup,
j'ai décidé de faire petit, grand, petit, grand, petit, grand. J'ai fait une grande opération qui s'appelle la preuve par 7, qui était de prendre 7 cas à 7 échelles différentes, dans 7 lieux différents, et qui pourraient être presque 7 fois le même sujet, par exemple le logement social. Alors, construire un logement social dans un village et avec un seul logement, vous êtes conforme à la loi, vous correspondez à 20% de logements sociaux, mais demandez à un office d'HLM de construire un logement social, aucun ne viendra, parce qu'aucun office d'HLM n'est constitué pour construire un logement social. Et imaginons que vous l'obteniez, ou imaginons que vous obteniez la dérogation que le maire puisse être maître d'ouvrage d'un logement social par délégation, ce que la loi autorise, ce que personne ne sait. Moi, j'ai mis 11 ans pour l'appliquer. Vous dites, oui, mais maintenant, moi, ce qui est important, c'est que celui qui habite dans un logement social dans un village, lui, comme le discours contient pour agir pour le vivant, vivre avec le vivant, vivre avec les animaux, vivre avec la nature, lui, il habite avec des animaux. Ça s'appelle une ferme. Alors lui, il habite avec des animaux et il a 1000 bêtes. Vous vous rendez compte? Mais alors à ce moment-là, on lui dit, mais attends, on ne peut pas avoir un financement du logement social pour quelqu'un qui habite avec 1000 bêtes. Qui va payer l'étable ou la bergerie pour les 1000 bêtes? Impossible. Non, parce que c'est une autre caisse qui viendra par une autre voie et qui aura d'autres réglementations. Et vous aurez donc d'un côté un logement social qui sera séparé du monde vivant, animal ou du monde végétal. Et après, il y en a un qui dira, voilà, moi je ne peux pas laisser mes moutons tout seuls parce que les loups viennent, alors il y a une loi contre le loup et ainsi de suite. Alors du coup, vous voyez, construire un logement social dans un village avec 1000 bêtes, c'est une énergie phénoménale et pourtant c'est conforme à ce que l'on attend et ce qui est nécessaire et c'est conforme même à la loi. Mais vous prenez à l'inverse, parce que là j'ai pris un inverse terrible, vous prenez Mayotte. Comme là-bas, si vous voulez, il y a des milliers de logements qui s'autoconstruisent et vous avez dans certains villages que 5 permis de construire. Donc la République française, elle va donc raccorder à l'eau, raccorder à l'égout, raccorder à l'électricité les 5 qui ont le permis et pas les 95 ou les 995 qui sont autoconstruits. Donc les 995 deviendront un bidonville. Donc c'est normal, puisqu'il ne peut pas y avoir de vie collective s'il n'y a pas une prise en charge collective de l'assainissement. C'est toute l'histoire de l'architecture. C'est bien à la collectivité, pour revenir à François Ier, qui a décidé un jour qu'on ne jetterait pas la merde par la fenêtre et que donc on réglerait socialement les choses. Donc vous pouvez presque dire, mais en fin de compte, on n'applique pas Villers-Cotterêts à Mayotte. Alors si vous dites ça à un ministre, il dit, bon, écoute, pas le même sujet. D'accord, pas le même sujet. C'est la même République ou c'est pas la même République? C'est un département ou c'est pas un département? Alors pourquoi, dans le département de Mayotte, ça c'est autorisé de jeter la merde par la fenêtre? Et pourquoi éventuellement quelqu'un qui, dans un département français, voudrait autoconstruire sur un terrain et ne pas se raccorder à l'égout, ou ne pas se raccorder à l'eau vendue par un concessionnaire, mais par une source, lui on dirait non, tu ne peux pas boire l'eau de la source, parce qu'il faudrait que tous les matins, on vienne vérifier si l'eau de la source est potable. Et vous voyez, même nous, en achetant de l'eau minérale, vous l'avez vu, on s'aperçoit que peut-être même l'eau minérale qui est contrôlée, elle est tellement contrôlée qu'on met un produit chimique pour qu'elle soit stable, et un jour le produit chimique, il fatigue, il lâche un peu, et de petites matières fécales se promènent dans une eau qu'on achète en plastique pour ramener chez soi, pour être sûr qu'on boit de la bonne eau et que l'eau du robinet est de la mauvaise eau. Et c'est un monde de fous. C'est aussi faux que de laisser allumer en pleine lumière. C'est pareil. Et donc il faut donc tous les matins dire ça. Ben, j'achète plus d'eau. Mais si j'achète plus d'eau, qu'est-ce que je fais? Eh bien, peut-être que je consomme moins d'eau, ainsi de suite. Mais c'est pas un truc, on se fait mal. C'est un truc au contraire, on dit, mais attends, c'est la joie. Nous, on a encore de l'eau. Alors un jour, j'avais fini la preuve par 7, j'allais avoir mes 80 ans, je me dis, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas mourir dans un EHPAD. Donc je me suis dit, ben, je vais faire le plus dur. Un jour, on m'avait proposé, j'étais plus jeune, je dis, je vais prendre ce que normalement on a mis en place pour bien faire. On a créé un grand établissement public au-delà de Neuilly-sur-Seine pour faire un quartier d'affaires. Et on s'est dit, il faut que la France soit à la hauteur de l'Europe, il faut qu'il y ait un quartier, vraiment, là, les affaires, c'est les affaires. Alors, du coup, on a créé un établissement public parce que les collectivités étaient incapables de faire un quartier d'affaires. Nanterre avait un bidonville, on ne va pas comme en Nanterre, ayant le plus grand bidonville, puisse faire un quartier d'affaires. Alors, on a créé un établissement public en disant, allez, plutôt Courbevoie, Nanterre, ainsi de suite, le Valois, vous poussez, nous, on fait. Alors, du coup, en effet, la volonté de l'État, c'est bien.
on n'aurait pas pu avoir énormément d'infrastructures, énormément d'équipements, comme l'école, la santé, sans l'État. Mais il ne faut pas tout contre l'autre ou tout sans l'autre. Et comme là, donc, il s'est passé presque, on va dire, 70 ans entre la création de l'établissement public, d'ailleurs dans lequel j'ai travaillé quand je suis sorti de l'école, et que j'ai découvert comment les choses se faisaient, et aujourd'hui. Et il y a donc une fin du grand axe historique, comme on dit, puisque le grand axe commence donc au Louvre, puisque le tracé du Louvre, parallèle à la Seine, ce qui est très rare pour des châteaux, qui sont en général perpendiculaires au fleuve, perpendiculaires au paysage. C'est la première fois qu'un château royal est parallèle à la Seine. Mais comme le château royal avait des résidences en dehors du Louvre pour chasser, pour recevoir et autres, il y a donc un grand axe qui a été créé pour qu'on aille vers l'ouest, vers Versailles et vers Saint-Germain-en-Laye. Alors on aménage le quartier d'affaires et on y va à cœur joie. On a l'argent, même à cette époque, on y va. Et donc, il y a un moment donné où il y a un bord aux choses que vous faites. Il y a un déchet, même quand vous faites une très bonne recette, vous avez beau dire, je réutilise tout, je ramasse et tout, machin, je suis bon, il y a toujours un petit truc, il y a quand même un déchet. L'aménagement urbain, à l'époque la nôtre, contemporaine et moderne, produit 20% de déchets. Tout ce que l'on fait produit 20% de déchets. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est 20% de déchets de matières premières, c'est 20% de déchets de matières foncières, c'est 20% de déchets de matières sociales, on pourrait dire ainsi de suite. Donc il y a à cet grand aménagement 20% de déchets, et les 20% de déchets, on les pousse pour ne pas les voir. Alors, on est d'accord que, voilà, même si à chacun sa merde, mais là non, on pousse. Et donc tout se trouve éventuellement en dehors du quartier d'affaires. On y met d'abord les logements sociaux, et après on y met la sortie des infrastructures. Donc tout ce qu'on cache avant par nécessité, puisque donc on ne veut pas voir la voiture, on fait une dalle, alors que pourtant on fait des fenêtres, des tours sans fenêtres, donc on pourrait dire que l'air pourrait être pollué, puisqu'on peut ne pas ouvrir la fenêtre. Alors qu'au bout, si vous voulez, on commence à faire sortir les infrastructures, et les infrastructures à ce moment-là, elles sont très polluantes, voire même on ventile les infrastructures et on rejette les herbes viciées à cet endroit-là, mais là pourtant les fenêtres ouvrent et la nature est encore là. Et donc le projet sur lequel je vais très vite passer, si vous voulez, c'est il y a donc en hectares, il y a une première parcelle de 5 hectares qui est occupée par un acteur social qui depuis 30 ans protège cet endroit, qui est Roger Després et la Ferme du Bonheur, qui chaque année, et donc on tente de le mettre dehors parce qu'il gêne, parce qu'il y a des animaux à cet endroit, bien qu'on dise qu'il faut réintroduire le vivant. Et il y a après un échangeur qui devait être couvert, qui sera couvert que partiellement, qui est donc inhabitable et qui donc ne sera pas construit et qui ne pourra pas rentrer dans la valeur foncière qui est équilibrée à l'opération. Et au loin, il y a un jardin qui a déjà été fait par Gilles Clément, qui est un très beau jardin, qui s'est trouvé isolé, qui est raccordé avec la Seine, les jardins de Lille, et en face, il y a l'île aux fleurs. Donc tout le discours qu'on tient sur l'écologie, le déjà là, le réchauffement climatique, le développement durable, l'économie circulaire, tout, vous pouvez mettre tous les mots, vous les mettez là, et à chaque fois vous cochez la cage, oui, c'est là. Et pourtant, personne ne veut le faire. Donc, j'ai tenté de relever ce défi il y a un an en disant, voilà, la dernière opération que je fais, avec l'expérience que j'ai et l'autorité, je me rapproche d'amis à peu près le même âge que moi, ou d'autres beaucoup plus jeunes, qui sont prêts à nous retrouver, et on essaye de créer ce maillon possible entre un tout petit acteur social qui répond à la demande générale sur le plan social et un organisme aménageur très grand, sûrement nécessaire. Comment ces deux choses peuvent se rapprocher, et l'objet sur lequel on travaille peut peut-être être la réponse au monde dans lequel on rentre. Alors, l'image qu'on voit là, vous voyez déjà le désastre, parce que en bas, c'est la fin des terrasses du Grand Axe. Vous avez la voie de chemin de fer de Saint-Germain, vous avez les voies du RER qui vont à Saint-Germain, celles-ci qui vont à Versailles, et après vous avez un espace qui est légèrement couvert et dont la nature a repris ses droits naturellement, si vous voulez, et après une ouverture commence à réapparaître, la 14, et l'autoroute donc qui était enterrée jusque-là, elle apparaît. Vous avez un volume construit qui sont les usines
de désenfumage, un échangeur qui a 2 trous et pour lequel maintenant il va y avoir un jardin, et après les infrastructures qui franchissent la Seine, et pourtant à côté, vous le voyez là, des terrains qui ne sont pas construits et qui sont non constructibles. Donc on n'est même pas en face d'un combat où on dirait on perdra parce que la rentabilité nécessitera de les vendre. Ces terrains, dans les plans d'urbanisme, sont non constructibles et dans les plans sanitaires sont inconstructibles et dans les plans même structurels inconstructibles. Et la totalité des terres qui se trouvent dessus sont toutes polluées. Toutes polluées. C'est-à-dire que tous ces terrains-là pourraient ne pas être ouverts au public parce que les terres sont polluées. Pourtant, la nature reprend ses droits, comme on dit dessus. Comme nous sommes capables de vivre dans la pollution, la nature vient, elle reprend le terrain, et peut-être même par un système de phytoremédiation qui est très long, qui peut prendre un siècle, mais naturellement, peut-être que ces terres peuvent devenir dépolluées. Alors, on pourrait en faire une grande école, ce qu'on a déjà fait. AgroParisTech, il y a des étudiants qui font leur doctorat sur ça. Puisque l'aménagement produit des délaissés, des chutes, puisque les délaissés sont en général avec des terres polluées, parce que c'est des terres industrielles qu'on a décapées pour construire et qu'on a stockées à cet endroit, peut-être que c'est un vrai sujet. Voilà. C'est pas un truc je m'amuse, je jardine, je fais une ferme urbaine. Non, je ne m'amuse pas du tout, je prends le sujet à cœur. Alors, on va donc peut-être regarder quelques dessins, et dont je vais en refaire un, si vous voulez, parce que ce dessin, et le premier que vous voyez ici, si vous voulez, est donc le dessin à gauche. C'est un... Alors, je mets... Voilà, vous en avez un. Et ici, vous voyez ce que c'est qu'un trou d'une trémie par lequel donc tous les herbiers sortent. Et le jardin que j'ai montré, il est de chaque côté. Et de l'autre côté, vous voyez qu'en fin de compte, on est dans un quartier habité. Parce qu'on dit toujours les riverains, les voisins, la participation et tout. Il faut arrêter de croire que la participation, ça n'est qu'un habitant isolé qui a envie d'aller dans une réunion publique pour entendre un sujet qui le concerne. Et c'est peut-être des fois la participation, une grande administration. Il y a l'université de Nanterre, 38 000 étudiants, ce sont des habitants, plus que tous les autres d'ailleurs. Vous avez à côté des immeubles, ici, c'est tous les logements de la garde républicaine qui sont pour protéger la République. En cas, il y a une guerre nucléaire et tout, c'est tous ces gens-là qui vont aller dans les endroits pour protéger le politique. Et puis après, vous avez en face ici, vous avez une ancienne usine, la papeterie, qui est transformée par un quartier avec des critères écologiques, qui est fermé, qui pourrait être ouvert. Et à côté, vous avez la prison. En fait, quand vous avez une prison, des bureaux, nouvellement construits, tout en bois, la garde républicaine, l'université, et entre les deux, vous avez une cité très compliquée qui s'appelle la cité Anatole France, dans laquelle il y a donc un trafic de drogue assez important, puisque la clientèle est juste à côté, puisqu'il y a la fac, et que donc on va faire une opération en rue nécessaire pour améliorer le quartier, mais la première opération qu'on fait, c'est de détruire les logements sociaux, donc une partie des logements sociaux. Alors, c'est sûr que rééquilibrer au niveau de la mixité sociale, c'est une nécessité, mais peut-être que ça ne passe pas par la destruction. Oui, ça pourrait passer par une mutation des habitants et peut-être même par une amélioration de l'habitation pour certains et pour d'autres un courage. Moi, j'ai même fait des expériences aux États-Unis où on donnait des crédits à des associations pour qu'elles habitent des zones défavorisées avec des gens qui quelquefois étaient défavorisés, mais connaissaient le sujet à traiter. Vous voyez, c'est comme les gens qui avaient le sida, qui connaissaient le sujet du sang contaminé, et on réinjecte en fin de compte une mixité qui n'est pas obligatoirement une mixité au sens d'une mixité financière, mais qui est une mixité d'intérêt, de l'intérêt général, parce que tout le monde ne peut pas s'intéresser. Donc vous voyez, là, mettons, plutôt que de démolir, on pourrait changer peut-être l'unité ou la concentration sociale d'une même communauté et peut-être une même catégorie sociale pour réparer ce segment. Alors, quand vous prenez après le grand axe, il est là. C'est un truc qui est assez incroyable. Vous avez le Louvre, et donc le point noir qui est en haut, vous passez par l'Étoile,
vous arrivez donc à l'établissement public dont je parle, la Défense, et là où on est, c'est là. Entre le Louvre et là, il y a 11 kilomètres. Vous voyez que donc, il y a même des gens qui n'arrêtent pas de courir. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait donner un sens. On pourrait peut-être avoir peut-être un sentier de grande randonnée, pourquoi pas, ou une piste cyclable, ou éventuellement un lieu de promenade. On pourrait faire 11 kilomètres sur l'axe historique quand même. C'est pas sans intérêt. Et quand on arrive, là qui est plus un détail de ce sur quoi on travaille, on arrive sur un endroit qui est peu dense, contrairement à ce qu'on croit. La cité Anatole-France, les immeubles, ce sont des bars. Donc on a au sol beaucoup de terrains, d'ailleurs, qui sont des terrains qui empêchent la cohésion sociale. On pourrait tout à fait avoir une reconfiguration des propriétés publiques. Alors comme après, il va y avoir un débat avec Catherine et quelqu'un qui représente la Chambre des notaires, vous vous rendez compte que nous, on ne fait de faire le simple recollement de l'ensemble des terrains que l'on décrit ici, il y a 5 propriétaires et aucun acte notarié n'a été régularisé depuis 1962. C'est-à-dire ce qui a été donné au logement social, juste l'immeuble et le tour d'échelle, ce qui est autour, on ne sait pas à qui est réellement la propriété, c'est pour ça que ce n'est pas entretenu. À côté, pour l'université, ce qui a été donné pour construire les bâtiments, ce qui est autour de l'université et l'entretien, il y a des marges, on ne sait pas, ça n'est pas entretenu. Et ce qu'il y a donc autour des infrastructures, eh bien, en fin de compte, il y a un talus de la SNCF qui se contrefout de son talus, alors que n'importe où, elle entretiendrait ce talus. Et de l'autre côté, il y a la garde républicaine qui, lui, a construit ses logements et a déversé les terres et en a un talus dont il se contrefout. Et donc même l'armée, la SNCF, l'université, le logement social, et je pourrais en donner d'autres, la direction des routes, qui se trouve en dessous, chacun a une fonction, personne ne s'occupe de l'ensemble et personne ne s'occupe de l'harmonie de l'ensemble. Et donc c'est un peu ça, si vous voulez, qu'on devrait retenir, c'est pourquoi un acteur qui prend un tout petit truc d'une grande échelle, pourquoi un grand qui a une grande échelle ne s'intéresse pas au tout petit, et pourquoi les riverains, qui apparemment sont des grands et qui ont des moyens, ne s'intéressent pas à cet objet, et pourquoi nous, en fait, nous sommes un peu le maillon manquant. Alors, est-ce que la démocratie n'a pas ce maillon? C'est possible. C'est possible qu'entre le représentant et le représenté, et la technique, toute la technicité qui est entre les deux, il manque un maillon de, disons, je ne sais pas, on pourrait dire, pas de pédagogie, disons d'explication, ou disons de recontextualisation, ou éventuellement, peut-être qu'entre nous, simplement en discutant, on trouverait la réponse. Alors je me suis dit un jour, je vais utiliser une réflexion philosophique de Marc Aurèle qui dit, en fin de compte, il ne faut pas contourner l'obstacle, il ne faut pas détruire l'obstacle, parce que quand vous contournez l'obstacle, il vous rattrape. Quand vous détruisez l'obstacle, il vous rattrape. Parce qu'une fois vous gagnez, une fois vous perdez. Il faut faire un truc assez simple. Je me suis rendu compte que je le faisais depuis 50 ans. Eh bien, il faut en fin de compte faire de l'obstacle le projet. Très simple. C'est-à-dire en fin de compte, la contrainte, c'est le projet. Voilà. Et de tout ça, il faut le réarticuler. Comme disait Bruno Latour, il faut le recomposer, il faut le réarticuler et il faut le rendre harmonieux pour qu'il puisse être utilisé. Voilà. Bonjour monsieur, Sandra Jovert, merci beaucoup pour cette intervention. Juste pour ma compréhension, à un moment donné, vous parliez des grands espaces autour de la cité Anatole France, limitant la cohésion sociale. Plus précisément, pourquoi ces grands espaces, parce qu'il y avait un manque de densité, donc des grands espaces non utilisés. Et alors peut-être que la façon dont c'était aujourd'hui était pas bien destiné à la cohésion sociale, mais pourquoi c'était une difficulté? D'abord, il faut que, comme je dis, admettons, il y a toujours un déchet quand on fait quelque chose. Il y a une disconcordance entre le découpage parcellaire historique et un découpage parcellaire contemporain. Il y a toujours un décalage. Vous ne pouvez pas passer de l'agriculture à l'urbanisation sans rencontrer un grand décalage. Vous vous rendez compte que le parcellaire agricole français n'est pas le même dans le nord de la France et dans le sud de la France. Parce que dans le nord de la France, la charrue venait des Celtes, et dans le sud de la France, la charrue venait donc des Romains. Et le retournement de la charrue au bout de la parcelle ne se fait pas de la même façon. Il y en a un
où la charrue bascule, et on peut donc cultiver côte à côte, et d'autres, le soc ne bascule pas, et on est obligé de faire un tour. Et donc, on a une parcelle, et la parcelle suivante qui vous appartient, elle est plus loin, et entre les deux, il y a quelqu'un d'autre qui l'habite. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, voilà, Marc Bloch a écrit sur ça, c'est très rare, mais on ne travaille pas sur le découpage du terrain. Et la propriété privée, comme vous le savez, est très importante. Alors là, eh bien, vous avez, plus vous opérez sur des grandes opérations et des opérations assez autoritaires, vous avez ce qu'on appelle des délaissés urbains. Et il n'y a rien à faire. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est est-ce que ce délaissé peut avoir une valeur positive? Alors qu'en général, il a une valeur négative. Toute ordure a une valeur négative. Mais si l'ordure devient un compost et un engrais, elle a une valeur positive. Alors qu'est-ce que ça pourrait être cette valeur positive? La valeur positive, ça pourrait être déjà que la constructibilité est complexe. Alors donc, on peut dire que la spéculation ou la pression foncière est limitée. On dit tout le temps qu'on n'a pas de terrain. Et on pourrait faire que tous ces terrains restant non construits soient des terrains naturels. Mais comme ils ont été classés non constructibles et qu'ils sont donc non constructibles par conséquence des conditions d'aménagement, jamais personne ne les reclasserait en agricole. Alors, Lucas racontait tout à l'heure ce que j'ai fait. J'ai donc démontré que dans certaines ZAC, il y a des terrains que l'on classe comme constructibles et dont on leur donne une destination. Alors on peut leur dire, c'est une destination économique. Celui-là, vous le vendrez. Une destination culturelle, vous le vendrez moins si c'est une destination culturelle privée, par exemple. Et il y en a certains, c'est une destination sanitaire. Quand j'ai construit le théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers, le terrain était à l'armée, racheté par l'assistance publique pour être constructible pour un hôpital. Entre-temps, la politique hospitalière change. On décide qu'on va construire l'hôpital Pompidou et qu'on n'aura pas des petits hôpitaux dans les communes. Le maire d'Aubervilliers était Jacques Ralit, il était communiste, il est ministre de la Santé en 81. C'est lui qui avait obtenu le classement pour construire un hôpital et c'est lui qui doit annoncer qu'il n'y aura pas d'hôpital. Ben, il ne l'a jamais annoncé. Pensez bien que passer dans un conseil municipal en disant « Écoutez les camarades, excusez-moi, maintenant je suis ministre, je reviens pour vous dire qu'il faut déclasser ce terrain et il faut le rendre agricole. » Parce qu'il y avait des jardins ouvriers en plus sur ce terrain. La construction de Zingaro, je l'ai obtenue parce que le bâtiment est démontable. Je ne l'ai pas obtenu parce qu'il est en bois, mais je ne l'ai pas construit en bois parce que c'est écologique. C'est parce qu'un bâtiment en bois est considéré comme de la merde à l'époque. En fin de compte, on peut le pousser, quoi. Il a 35 ans. Et aujourd'hui, j'ai vu, il y a eu un vote parmi les habitants de Nanterre. Quel est votre bâtiment préféré? Tous les 3 ans, on veut nous mettre dehors. C'est Zingaro. Vous voyez, donc le bâtiment qui a été construit en dehors de la loi, sur un terrain non constructible, avec un permis de construire accordé par le préfet, car il ne pouvait pas donner un permis de construire, il ne pouvait pas autoriser la construction d'un bâtiment sans permis, mais il ne pouvait pas donner non plus un permis sur un. Donc il a dit, puisqu'il est en bois, je donne le permis de construire. Et aujourd'hui, c'est le bâtiment préféré des Nantériens. Et donc, c'est ça qu'il faut faire tous les matins. C'est ce sujet-là. Mais dans n'importe quelle administration, dans une petite commune, dans une grande administration, dans son emploi, c'est de reposer la question qui, en général, est mal posée. Et en la reposant, peut-être que vous annulez la question, voire que vous enrichissez la question. Donc, ce n'est pas une réponse vraiment à votre question, voyez. Mais si je n'explique pas ça, si vous voulez, on ne peut pas comprendre comment on peut révéler. Et donc, ce terrain, c'est ce qu'on va essayer de faire à Nanterre, c'est qu'il peut être reconnu comme un monument historique qui, lui, peut être dévalorisé, un puits, je ne sais pas quoi, une ferme, vous pouvez le classer monument historique. Et on peut difficilement classer un terrain arboré. Alors on peut, s'il y a, on le voit, beaucoup d'associations, mais on les critique parce qu'elles défendent la petite tulipe, la petite sauterelle, la petite machine. On dit, ils font chier, ils empêchent le permis de construire, il faut un recours, ainsi de suite. Et en fait, quand c'est faux, si on ajoutait la sauterelle, plus l'eau, plus le machin, plus le terrain, plus la pollution, plus le truc, on pourrait dire, alors il est d'intérêt général et il peut être classé monument historique d'une période peut-être horrible pour certains points, qui a pollué des terrains, mais peut-être très juste de l'autre côté, parce qu'elle a amélioré la santé. Il faut donc tout le temps, pas opposer le passé à l'avenir, mais raccorder le passé au présent. Et le présent, c'est l'avenir. Il n'y a pas un avenir qu'on projette comme ça, en ne sachant même pas où on a les pieds. Donc il faut avoir les pieds sur terre.
Et il faut tous les jours dire, mais j'ai les pieds sur terre, et ce que je fais, vous pouvez le faire. C'est surtout ça. Peut-être une question moi-même avant de passer la parole à monsieur. Le cas, tu n'as pas le droit. Souvent, dans ce type de projet, il y a l'idée qu'ils ne peuvent fonctionner qu'avec des subventions. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme développement économique de cet espace sur lequel tu travailles? Alors, moi, je suis encore un défenseur acharné de l'État et d'une société qui a un État. Je suis un défenseur acharné d'une administration, parce qu'il faut une administration, il faut quand même le temps long. Mais si l'État et l'administration empêchent les initiatives citoyennes, là je suis contre. Donc ça pose un problème, parce que ça veut dire que je suis citoyen et j'ai un État et une administration qui est contre moi. Donc c'est cet aller-retour-là que j'essaye de faire tout le temps. Comment un citoyen de droit privé, parce que le citoyen il n'est pas encore élu, ou il l'a été, il ne l'est plus, donc il est citoyen. Comment ce citoyen a-t-il encore la parole? Et ce citoyen, il est privé. Donc, il peut avoir une association qui reçoit des subventions, mais ça ne suffit pas. C'est tout le problème, justement, de ce travail associatif qui démarre avec enthousiasme et qui meurt parce qu'il n'en a pas les moyens. Et donc, comment on peut faire rentrer de l'argent public? Parce que quelquefois, cette association, elle joue un rôle de service public. Vous l'avez vu quand même pour certaines activités sociales. Au moment du Covid, on a bien vu que quand même des associations se sont mis à la place de ce que l'État ne pouvait pas faire. Alors, on peut recevoir des subventions. Enfin, Dominique Lemaitre, qui était à la Fondation de France, justement, c'est pas pour ça. C'est comment pourrait-on faire qu'une subvention est en même temps une prestation? Parce que si elle n'est qu'une subvention, elle peut être mineure. Mais si c'est une prestation qui coûte moins cher sur le plan économique, mais qui est plus riche sur le plan social, puisque ça met en route des gens qui sont des fois laissés pour compte, est-ce qu'on pourrait avoir de l'argent privé et public, non pas en mécénat, comme on l'entend un peu comme une aide et pour la bonne cause, mais comme une participation réelle? C'est la question qui a été posée tout à l'heure à Cécile Duflot. C'est comment l'argent des fondations ou l'argent du mécénat peut-il se conjuguer avec l'action de l'État? Parce que, en effet, c'est une action commune. Alors pour là, on pourrait dire, mais il n'y a aucune valeur. Comment vous allez gagner de l'argent? Et vous vous rendez compte que les associations qui travaillent sur la pollution sont plus compétentes que les ingénieurs qui, des fois, sont dans une entreprise spécialisée dans la dépollution. Parce que vous avez souvent quelqu'un qui sort d'une grande école, qui veut travailler sur ça, et qui ne trouve pas dans une entreprise privée le rôle social, politique et philosophique qu'il faudrait jouer. Donc, il le fait dans une association. Donc, moi, à Tourcoing, j'ai classé monument historique un toit qui était pollué, en disant, puisque c'est la 4e façade d'un bâtiment classé, le toit pollué rentre dans l'histoire. Et on a fait que le laboratoire de l'université de Lille 3, qui est le plus performant au monde sur la dépollution des terrils, ait son laboratoire sur le toit. Et les entreprises, en effet, qui étaient intéressées, privées, qui allaient construire sur des terrains pollués, avaient là leur laboratoire pour avoir les prescriptions, ce qu'elles allaient faire ailleurs. Donc c'est un laboratoire d'intérêt général. Mais l'université, on le voit bien, elle rencontre des fois des opérateurs privés qui financent des laboratoires de recherche qui aident à la production industrielle. Donc ce n'est pas un système contre un autre système, c'est un système qui doit rencontrer chacun donnant-donnant dans un même système. Il faut changer le mode de production. Il ne faut pas revenir à un mode de production artisanal contre un mode de production industrielle, mais il faut peut-être changer dans le mode de production industrielle certains modes de production pour qu'ils soient écologiquement compatibles. Voilà. Et ça ne peut pas se faire sans le privé. Ça ne peut pas se faire sans la Caisse des dépôts et consignation Banque des territoires qui aident les collectivités. Ça sert à tout le monde. Et c'est ça qu'on va essayer de démontrer à Nanterre. C'est pour ça qu'on s'est mis là. Ça intéresse autant, en effet, d'ailleurs Vinci, qui a son siège, qui a vu sur notre terrain, voilà, qui construit une tour en ce moment. Voilà, ça l'intéresse autant. C'est pas d'un côté je fais une tour, de l'autre côté j'aide une petite association pour qu'elle s'amuse à faire de l'agriculture. Vous avez parlé dans votre propos sur la notion de réparation, si j'ai bien compris le mot réparation.
comment ça peut se passer dans des villages ou dans des zones où il y a l'architecture vernaculaire, le savoir-faire en voie de disparition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la zone que vous avez citée, Nanterre, il y a une école d'architecture conçue en acier qui a été abandonnée. Comment peut-on adapter ce territoire qui n'a plus de sens maintenant? Merci. Alors, sur la réparation, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que on pourrait dire que peut-être 60%, si ce n'est pas plus, des ouvriers du bâtiment, et voire maintenant même des encadrants et des ingénieurs, sont issus de l'immigration. Donc on peut dire qu'on a la richesse d'une population qui a encore vu des constructions vernaculaires. Vous voyez, les ingénieurs français qui se cassent la tête pour faire trouver un système de construire en terre, et ils sont capables de le faire à un Malien qui, lui, vient d'une architecture en terre. C'est-à-dire que lui, il a le savoir-faire inné, il l'a parce qu'il a vu ses grands-parents et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se posent la question, tiens, et si on construisait en terre, sans ailleurs aller voir ni le Mali, ni une ferme dans le Berry, par exemple, qui est construit en terre crue, et pas de la même façon, parce qu'il y a des pavés, des galets, pardon, qui servent pour armer la terre crue, si vous voulez. Alors déjà ça, moi je fais un travail comme ça, c'est quel est le savoir-faire inné qui existe dans le bâtiment et dont on ne se sert pas, on impose. Voilà. Et on pourrait dire, on indique et on laisse faire. Donc j'ai fait des grandes opérations de réparation sans architecte en chef des monuments historiques, en m'appuyant essentiellement sur des savoir-faire allant, parce que la France a quand même eu beaucoup d'ouvriers portugais, beaucoup d'ouvriers de l'Italie, de la Sicile, et après beaucoup d'ouvriers du Maghreb, et après beaucoup d'ouvriers de l'Afrique, et maintenant des ouvriers de l'Europe centrale. Et donc, ce qui est étonnant, c'est quand vous mélangez, mettons, un savoir-faire de quelqu'un qui est allé dans un lycée d'enseignement professionnel en Lettonie, par exemple, dans un système soviétique très dur, avec un Malien qui, lui, n'a eu qu'un enseignement pratique, comme avant, où on fait les choses avec les mains. C'est magnifique, c'est une richesse magnifique. Et on ne compte jamais les heures de travail. Vous voyez, on dit, il y a la commande d'un bateau de merde pour des touristes de merde. On dit les chantiers navals en Agen, 250 000 heures de travail et tout. Et jamais on ne dit, mais pour la construction de ce logement social, il y a tant d'heures de travail payées qui vont permettre, avec de l'argent public, de donner du travail à des gens d'ailleurs qui pourraient donner leur avis parce qu'ils savent comment le construire, voire même ils l'habiteront. Vous voyez, donc ils sont peut-être des futurs occupants. Et pour l'autre question, si vous voulez, je me suis rendu compte très tôt que ce qui n'est pas fait pour être habité est plus habitable que ce qui est fait pour être habité. Parce que ce qui n'est pas fait pour être habité, il y a une part d'autorisation par celui qui l'habite de le changer. Alors que ce qui est fait pour être habité est normé. Vous voyez, la chambre des parents, alors c'est un couple hétérosexuel, ils s'aiment bien sûr, ils ont des enfants qui travaillent bien à l'école bien sûr, il y a un garçon et une fille, donc ils ont 2 chambres, après il y a une salle de bain, après bon, il y a une douche, après il y a un machin, après il y a les toilettes, après il y a un couloir, puis après il y a la cuisine, puis après le machin, en fin de compte il y a genre 10 portes qui servent à rien, il y a tout, on livrerait presque que la cuisine et la salle de bain, on dirait tiens, allez, au moment où vous rentrez, il y a 5 000 € pour finir, parce qu'en général, quand on a fait du prêt à finir, c'était pour mettre les plus pauvres et ne pas leur donner l'argent pour finir. Mais moi, j'ai fait du prêt à finir avec des gens modestes qui, justement, étaient des ouvriers licenciés, au chômage et autres, et peut-être même des ouvriers qui avaient été dans des déchetteries. Et donc, j'ai fait des travaux avec des récupérations en déchetterie, des chauffe-eau, des lavabos et ainsi de suite. Et on faisait le projet en fonction de ce qu'on avait gratuitement. Mais on avait un vrai plombier. Parce que c'est le même plombier qui faisait des travaux dans un quartier bourgeois. C'est le même. C'est ça qui est incroyable. C'est d'un seul coup, faire une salle de bain dans un appartement bourgeois, là où il y avait une chambre, parce qu'on veut que la salle de bain soit là, c'est autorisé. Mais faire dans un HLM, à l'endroit de la salle de bain, je sais pas quoi, un laboratoire, et mettre la chambre ailleurs, c'est interdit. Ça n'est pas possible. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, elle est... Enfin, je me reconnais beaucoup dans tout ce que vous dites parce que voilà, je suis architecte urbaniste et je suis passée plutôt côté conseil, montage, etc. Donc les difficultés juridiques, opérationnelles, j'en mange tout le temps et dans beaucoup de territoires et notamment ruraux et outre-mer dont vous avez parlé.
Et donc votre approche, elle est quand même très atypique dans la manière de trouver des voies pour résoudre des questions. Est-ce que vous pensez que on peut vraiment passer à l'échelle avec ce type d'approche où ça restera que des résolutions très atypiques avec des gens très déterminés à essayer un moyen de trouver, et au final, ça pourra pas... Enfin voilà, ma question, elle est plus sur le passage à l'échelle. Alors, voilà. moi, je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire au travers de la preuve par 7, parce que la critique que vous faites là, et c'est pas vous me la faites pas moi, mais que vous faites, cette critique, je me la faisais à moi-même, parce que je pensais que c'était toujours parce que je bougeais, je gigotais, je sais pas quoi, et que d'autres ne pouvaient pas le faire. Donc j'ai commencé à travailler avec des gens plus jeunes et en faire une école. Et je me suis rendu compte, et ça s'adresse quand même à vous, je me suis rendu compte que ça intéressait plus les femmes que les hommes. Parce que ce n'est pas un enjeu de pouvoir, ce que je fais. C'est un truc un peu socio-cul, comme on dit. Voilà, alors socio-cul, c'est pour les femmes. Et donc, j'ai eu plus de femmes que d'hommes. Et donc, comme maintenant, je vois à la fin de ma vie, quand même, dans l'administration, le plafond de verre, il n'est pas totalement encore percé, mais il est quand même bien atteint par vous dans des postes de très haute responsabilité. Ingénieur de ville, directrice générale des services et tout, ce qui n'était pas le cas avant. Si vous voulez. Donc il y avait toujours un problème, on réglait. Patrick, c'est socio-cul, avec les filles, socio-cul. Voilà, c'est bon. Après, ça commence à monter, et je pense que là le moment arrive, justement, où c'est possible. Et c'est pas possible parce qu'ils ont compris, c'est possible parce que c'est indispensable de faire autrement. C'est par nécessité. Il y a moins d'argent. Vous vous rendez compte que presque 70% de ce qui sera transformé, habité dans les années qui viennent, sera des choses déjà construites. Donc les architectes, les urbanistes, tout ça, ne travailleront que sur le déjà là. Donc le déjà là, il parle. Vous voyez, quand vous faites une restauration d'un monument historique, vous avez l'obligation d'utiliser une pierre d'origine. Donc le réemploi est imposé par l'histoire. Et vous faites un logement social, vous utilisez une ancienne fenêtre, et là c'est interdit. Donc il faut passer ça. Il faudra donc dire qu'à un moment donné, le déjà là est une économie de matière, est une peut-être reconnaissance historique, et vous pouvez pas faire autrement. Donc il faut pousser. En effet, c'est pour ça que je suis venu ce matin. J'ai accepté, parce que je ne fais jamais ça, parce que je suis un peu fatigué quand même. Mais comme Lucas, je l'ai connu quand il était étudiant à l'école polytechnique de Lausanne, que moi je construisais un bâtiment de l'autre côté pour Rostropovitch, et je dis par exemple, et on en a l'exemple ce matin, l'acoustique de cet endroit est pourrie. Voilà. Moi, tous les endroits que je fais n'ont pas l'acoustique, n'ont pas ça. Tous les endroits que je fais, avant que ça existe, les hommes se parlaient. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas de micro. Donc on était orateurs, on articulait. Et on ne parlait pas des heures avec du charabia. On était obligé d'aller. Les mots devaient avoir du sens, si vous voulez. Tout ça, ça nous amoindrit. Et donc, on pourrait se dire, peut-être que demain, il n'y a pas de lumière le jour. Il y a même sur le compteur, c'est interdit. Il fait jour, on ne peut pas allumer. On ne peut même pas allumer. Et ça, interdit. Donc moi, en général, je supprime tout ça. Avant le tout, j'éteins et je retire toutes les plantes vertes. Voilà.